Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passait dans le cabinet d'une sage-femme? Au-delà des actes médicaux, le cabinet d'une sage-femme est un lieu de confidence. Ces 4 murs sont comme une boîte dans laquelle on peut déposer avec confiance ses questionnements, ses interrogations, ses espoirs, ses joies, ses peines. C'est un lieu où parfois le temps s'arrête et on est juste là à parler. Je suis Charline, je suis sage-femme depuis bientôt 8 ans. Et j'ai fait mon premier stage il y a 10 ans, à la fin de ma première année de médecine, quand j'ai obtenu le concours de sage-femme. 12 ans, vous imaginez? 12 ans que j'ai la chance de voir mes patientes et mes patients dans des moments de vérité comme on en voit peu. Je vois la vie, la vraie, sous mes yeux. Et j'ai énormément de gratitude pour cela. Les sages-femmes sont souvent qualifiées de bienveillantes et je pense que c'est parce qu'on écoute les femmes, on écoute nos patients. Et quand on écoute vraiment les gens, eh bien, ça rend humble. Mais comme je suis soumise au secret médical, et c'est très bien ainsi, je ne peux pas vous partager ce que je vis dans la chaleur de mon cabinet. Mais si vous saviez comme ma place est privilégiée. Alors j'ai décidé de laisser les personnes concernées vous raconter. Dans ce podcast, vous entendrez des histoires de vie sous le prisme des cycles. J'accompagne des vies de la puberté à la ménopause, des femmes, des hommes, des humains en somme, qui viennent toujours me voir par rapport à un événement lié au cycle menstruel. Contraception, SPM, grossesse, ménopause et j'en passe. Alors voilà pourquoi, ici, on va pouvoir entendre de vraies histoires, des true stories. Bienvenue dans Menstru Story. Charline Vermont, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Si ce n'est pas le cas, alors laissez-moi vous dire orgasmez-moi. Vous connaissez peut-être ce compte sexo suivi par quasiment 680 000 abonnés à l'heure où je vous parle. Mais ce compte, ce n'est pas juste un média de santé sexuelle qui parle de libérer la parole, mais aussi d'amour. C'est surtout quelqu'un derrière qui le tient. Et ce quelqu'un, eh bien, c'est Charline. Charline, j'ai eu le plaisir d'abord de la rencontrer sur les réseaux sociaux, puis de la rencontrer dans le cadre professionnel, car nous avons été collègues au sein de l'émission Orgasmique sur Teva. Charline, c'est ce genre de personne avec qui on aimerait parler pendant des heures. Ce genre de personne où on se dit à chaque conversation « Ok, j'ai encore des choses à apprendre et j'ai encore plein de questions à lui poser ». Alors je suis vraiment ravie de recevoir Charline dans ce podcast pour parler de vraies histoires, de sa vraie histoire. Et vous allez le découvrir, pour Charline, les cycles menstruels sont effectivement une belle boussole pour son corps, pour lui dire dans quel état de santé elle est. Cette conversation est tellement riche que je n'ai même pas envie de vous gâcher la surprise. Alors le mieux à présent, c'est que je vous laisse découvrir la Menstru Story de Charline Vermont. Ok, c'est parti. Comment on va lancer cette vidéo? Eh ben, comme ça. Ouais, salut Charline. Salut Charline. On dirait un gag. Salut Charline. Charline, pour information, pour ceux qui regardent ou qui écoutent, en fait, c'est la première personne que j'invite dans ce format, mais tu ne vas pas être le premier épisode qui va sortir. Ouais. Et le but de ce format, en fait, c'est juste qu'on parle et j'ai envie un peu d'illustrer des moments de vie pas finalement un peu lié au cycle, aux règles, etc. Mais en vrai, c'est un peu un prétexte. Et comme c'est la première fois que je fais ce format, j'ai pas encore réfléchi à ma question d'intro. Et je pense, là je viens d'y penser en me brossant les dents, je pense que je vais te demander de te présenter en donnant ton prénom, oui, ton pronom, ouais, et 2 ou 3 qualificatifs qui te qualifient toi. J'ai pas envie que je te qualifie. Oui, finalement. Est-ce que tu peux te présenter en me qualifiant, s'il te plaît? Solaire, brillante. Je m'appelle Charline Vermont, je suis formatrice en santé sexuelle, sexothérapeute. J'utilise en ce moment le pronom elle. En ce moment, parce que c'est pas toujours le cas. Ouais, je pense qu'en fait on va en parler peut-être. Okay. C'est à ce moment quand teasing. Ouais, c'est ça, quand tu m'as dit les menstruations, je fais oh ouais, il y a des choses cool. Il y a des choses intéressantes que ça évoque. Et écoute, maintenant je suis globalement assez discrète sur ma vie intime, ma vie privée.
Et je pense que du coup, dans cet épisode, hein, sans vouloir faire de putaclic et de gros scoop, n'empêche que je pense qu'on va aborder des sujets que je dévoile pas à ma communauté, parce que c'est, enfin voilà, c'est à la fois des petits trésors, mais aussi parce que je ne sais pas comment les verbaliser forcément. Donc ça va être un exercice où je vais apprendre en faisant. Et puis c'est vrai que ton compte, c'est un espace beaucoup pour les autres. Ton compte, donc orgasmez-moi si jamais. Je ne l'ai pas dit, mais orgasmez-moi si jamais certains n'ont pas fait le lien. Qui c'est Charlie? C'est un espace beaucoup pour les autres. Donc c'est vrai que finalement, un espace où on t'offre la possibilité de parler, c'est pas si fréquent peut-être de parler de toi. Il y a des podcasts. Cela étant, que ce soit sur le compte ou en consultation, j'ai une posture plutôt de thérapeute. Et oui. Et je pense que la première chose qu'on nous apprend en thérapeute, c'est vraiment tu prends ton ego, tu le roules, tu le mets là. Faut laisser l'espace aux autres pour s'exprimer. Et c'est vraiment un compte voilà que je chéris. Je chéris cette communauté qui partage avec beaucoup de générosité, beaucoup d'intelligence et beaucoup de beaucoup d'entraide, des passages de vie, de l'éducation. C'est parti. Ok, mais alors du coup, excuse-moi, mais en qualificatif, t'as dit plutôt discrète. Ah, sur ma vie privée. Oui, toi, si tu devais te qualifier, genre vraiment je peux dire qualité aussi. En fait, c'est parce que je voulais pas dire qualité pour pas faire genre donne-moi 3 qualités, 3 défauts comme un CV, mais plus 3 vraiment termes qui qualifient. Je suis une passionnée. Et je suis, j'assume totalement, et on va en parler d'ailleurs, être sujette à des conduites addictives. Où du coup, t'essaies, tu vois, de diriger tes intentions vers des choses qui sont pas trop mauvaises. Donc là, en ce moment, une de mes passions, c'est mon compte Orgasmez-moi. J'y consacre énormément de temps. Le terme workaholic s'applique parfaitement. Et oui, je travaille 70-80 heures par semaine et j'adore ça. Voilà. Donc je me plains pas. J'adore tous les sports de montagne, l'escalade en particulier. Je suis passionnée de musique, je suis passionnée d'éducation, j'ai 3 enfants et avec mon mari, on est réellement des grands passionnés de transmission, de pédagogie et de communication non violente. Ensuite, la curiosité sans doute. J'adore explorer les nouveaux territoires. J'adore aller à la rencontre des personnes. J'aime écouter les gens. Donc je pense qu'il y a une forme de continuité aussi avec ce que je fais sur le compte. Et je sais pas. Troisième, je suis très émotive. Voilà, je sais pas. Je suis une vraie éponge émotionnelle. Les larmes, c'est un langage très fréquent chez moi. Et j'aime bien vibrer en fait avec les autres. Voilà. Super, merci beaucoup Charlie. Et je te propose de plonger dans les menstruations. On va y plonger. Prenons un bain d'émotion, c'est là. On part en vidéo divertissement. Allez, c'est parti. Est-ce que à quel âge t'as eu tes premières règles? 13 ans, 4 mois. C'est ça. Je me souviens très bien. C'était quelque chose que t'attendais, que t'appréhendais, dont t'avais conscience. Est-ce que déjà t'as des frères et sœurs et est-ce que elle avait déjà eu la règle? Enfin voilà, c'était quoi ton rapport avant de les avoir au fait qu'un jour ça arrivera probablement? Bon, alors j'ai une mère gynox, gynécologue obstétricienne, donc autant dire que globalement sur les cycles menstruels, j'étais bien carrée. Ok. Elle t'en parlait? Ouais, mais c'est pas. Non, on parlait pas. Ah, ok. Il y a une espèce je pense qu'il y a une espèce de dichotomie entre une forme de savoir académique qui m'a été transmis et à côté de ça des conversations, genre des espèces de girls talk ou de sex talk intergénérationnels qui n'ont pas eu lieu. Et c'est vrai que les deux peuvent coexister. C'est-à-dire tu peux à la fois expliquer des choses sur les hormones, de l'endocrino, de la gynéco à tes enfants et en même temps ne pas. C'est aussi d'ailleurs la différence entre parler de sexualité ou parler de sa sexualité, etc. On peut aborder les sujets sans les incarner. Sans que ce soit très personnalisé. Et ma mère nous a donné une espèce de grand, vraiment construit, académique. Et pour autant, ces conversations-là, elles étaient compliquées. Mais du coup, je suis l'aînée de 4 et c'est pas mal mes amis
notamment, alors je vais pas citer son nom, ça me mettra peut-être mal à l'aise, qui a eu ses règles un an avant moi et qui voilà et qui m'en parlait de manière ouverte, etc. Et moi je savais que j'allais les avoir. Enfin voilà, pour le coup, les cours de ma mère et tous les bouquins de gynéco que j'avais pu lire étaient très clairs. Voilà, les pertes blanches, les seins qui poussent, tous les, tu vois, grosso modo, dans 2 mois et 4 jours, mes règles arrivent. Tous les caractères sexuels secondaires qui se mettent en place. Et, tu vois, c'est très très clair. Et donc je savais que c'était imminent. Voilà. Ouais. Et là, alors je m'en souviendrai toujours. On part à New York. Authentique, vraiment. On part à New York en avril ou en mai 97. Non, je raconte des bêtises. 96. J'ai 13 ans. D'accord, 13 ans. Quand t'as 13 ans, t'es en 13 ans, 4 mois. En 4e. Je suis en 4e, absolument. Et le jour où on visite les Twin Towers. Ok. Feu, les Twin Towers. Ouais. Enfin, c'est fou, en fait, ce jour-là, je m'en souviendrai. Tu sais, c'est des jours, moi écoute, j'ai une passion pour les États-Unis, bah, du coup, après, j'ai eu la chance de partir y vivre pour y travailler. Mais voilà, j'avais tanné mes parents, New York, Empire State, Chrysler, machin. Et ils avaient fini par me dire, ok, pour ton anniversaire, t'as le droit. Par contre, on travaille très très intensément. Mes parents, on n'a pas le temps de s'en occuper. Débrouille-toi. Donc j'étais allée, je suis désolée, tu vas devoir couper cette partie, mais j'étais allée dans les rues de ma ville, dans les agences de voyage. À l'époque où t'entrais dans une agence et on te proposait des vols. J'avais appelé avec mes 3 mots d'anglais des hôtels, savoir s'il y avait de la place. Écoute, c'était Hi. Oui, c'est ça, etc. Moi, la grande timide et tout. Écoute, c'était le voyage que je fantasmais. Ça faisait 18 mois que je préparais le voyage et j'ai fait un carnet de voyage de retour magnifique. Écoute, c'était sans doute un des jours, le jour où on est parti voir la Statue de la Liberté, Ellis Island, on est en Twin. Et vous êtes partis ensemble. Et on est partis en famille. Alors on n'était pas tous les 6 parce que mes sœurs étaient très jeunes. On est partis avec mes parents, mon frère et moi, les aînés. Et c'était un jour exceptionnel où tu vois tous les symboles de ce que pour la jeune gamine que j'étais le rêve américain, tu vois, vraiment. Et on revient près de notre hôtel qui était quasi au pied de l'Empire State et on entre dans un café. Je vais aux toilettes. Et là, tu sens sur ma culotte. Et là, tu te dis quoi? Et là, je fais. Et tu sais, comme pas mal, je pense, d'ados, j'avais des rapports ambivalents, complexes à ma maman. Il y avait des moments, voilà, enfin, et je m'étais dit, quelque part, pour la punir de pas m'avoir correctement tout expliqué et de m'avoir un peu laissé gérer ça avec mes copines, le jour où ça arrive, je ne lui dis rien, elle ne le saura pas. Ça lui apprendra à ne pas avoir eu le courage d'avoir cette conversation avec moi de manière extrêmement incarnée. Je serai toujours. Dans ma tête, je ne lui dis pas. Et en fait, et tout d'un coup, je suis en mode, j'ai pas de $, j'ai pas de copine. Je sais pas comment on dit, j'ai besoin d'une protection périodique et tout. Et j'étais trop vénère. Il y avait mon compte de genre 4 jours, quoi. 4 jours, il fallait que ça tombe dessus, quoi. Super vénère. Je sors des toilettes. Je retourne alors et je murmure à maman, qu'est-ce qu'il y a? Parle plus fort, on n'entend rien. Non. non. Maman, il y a du sang sur un cadre. Elle fait, oh là là, tu vas pas me faire ça ici, toi? Je crois. Non. Cette fois, quelle est ta première phrase que vos parents vous ont dit? Franchement, je te pardonne. Mais vraiment, ce jour-là, t'aurais pu faire mieux. Ça va être une question. Quelle est la première phrase que vos parents vous ont dit quand vous... J'étais en train de juger quel truc. Et puis en plus, on partageait une chambre d'hôtel, j'avais aucune intimité, tu vois, le soir, j'étais là en mode, maman, ah merde, elles sont où les serviettes? Tu les as vues, toi? Putain! Et puis ce truc de, bon bah, je vais changer ma protection. Et ça fait du bruit. Voilà. Enfin, vraiment, littéralement, tous les plans que j'avais fait pour mes premières règles ont été, mais éclatés au sol. Voilà. Et de toi à toi, t'étais comment? T'étais en mode, genre, ok, elles sont là, je le savais. Ok, trop cool, incroyable. Enfin, est-ce que ça représentait un truc pour toi? Ouais, j'étais contente. Je les attendais et tout ça. On avait rendez-vous et elles sont arrivées. Et attention, plot twist. Et ben, en fait, il y a eu que cette tache de sang. Et après, il s'est rien passé. Moi, j'étais en mode,
Ah bah, fausse alerte, en fait. Fausse alerte. Et exactement 28 jours plus tard, jour pour jour, alors que je vais partir à la piscine avec toujours ma meilleure amie, et ben là, j'ai eu mes vraies règles. Et là, qui ont débuté. Donc, en fait, c'était clairement un cycle, hein. Enfin, le premier cycle avait bien eu lieu. Et 28 jours plus tard, il y avait un endomètre un peu plus conséquent, qui s'est évacué. Et à la fois, j'étais très contente, et en même temps, alors ça c'était 13 ans et demi. Et puis et je sais pas, je crois qu'il s'est passé alors il y avait un truc qui moi était très difficile pour moi, c'était l'odeur. Cette odeur, elle était très métallique, etc. Moi qui suis hyper sensible aux odeurs. Aux odeurs, j'avais du mal. Et puis j'ai pris beaucoup de poids, je pense, dans cette année qui a suivi l'arrivée de mes règles. Et moi qui étais hyper sportive, hyper fit, etc. J'ai pris... alors juste pour te donner une idée de ce que dans ma tête, mon corps d'ado, je ressentais, alors qu'en réalité, non, t'as pas... Un an plus tard, 14 ans et demi, je pesais 47 kilos, ce qui est un peu près ce que je pèse aujourd'hui. Et j'ai pas pris 2 centimètres depuis. Donc moi, je me trouvais... Alors je pense que c'est un peu distribué différemment parce que les grossesses aidant, le corps se redistribue. Oui, mais effectivement, c'est intéressant de le dire. Et puis, mine de rien, cet épisode, il y a des personnes aussi qui vont juste l'écouter et qui peut-être savent pas trop quelle morphologie tu as. Donc oui, c'est important de dire que là, du coup, tu me dis 47 kilos. Ouais, en fait, je sais pas combien parce que j'ai pas de balance à la maison et je me suis aperçue, je fais mon rendez-vous gynéco chaque année en septembre. Et c'est l'endroit où je suis pesée et j'ai oublié de me peser, donc ça fait un an. Bon, pas dans un an, du coup. Voilà, donc dans un an, mais je suis dans une fourchette de 47 plus ou moins 2 kilos et voilà. Et t'avais l'impression de... Tu te sentais gros? En fait, j'avais pris en fait, je suis passée d'un corps d'enfant. Je suis passée d'un corps d'enfant à un corps de jeune femme. Et effectivement, j'avais des boobs énormes. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on n'y croit pas. Mais du coup, tu te retrouves à 14 ans, un peu toute menue avec des boobs. Hyper menue. Globalement, j'étais une ado plutôt sportive et tout d'un coup, j'ai un cul, j'ai des boobs énormes. J'avais eu, voilà. Enfin, ça avait, et à la fois j'ai cette sensation de je fais partie du club et en même temps j'aime pas ce corps. En fait, j'ai pas ces attributs que j'attribue à une forme de féminité. En fait, je les aime pas et du coup plus ça va, plus je fais en sorte de les faire disparaître. Donc à partir dans cette année qui a suivi, je me suis habituée à mettre des brassières de sport que j'avais, mais je gardais mes brassières de sport d'avant ma puberté. Et donc j'ai creusé qui ressemble à ce qu'on peut vous retrouver chez des binders pour des personnes transmasques. Effectivement, je me bindais la poitrine et il y a plein de choses c'est multifactoriel et 1 an après mes premières règles, je plonge dans l'anorexie mentale. Donc là, c'est l'été 97. J'ai 14 ans et demi. Et je suis passée, en gros, ça a l'air de rien parce qu'on a l'impression que c'est pas énorme, mais c'est vrai que, faut imaginer ce que je pourrais être aujourd'hui avec plus de 10 kilos de moins. Alors c'est pas des stades mortels, hein, mais j'ai perdu effectivement, comme ça, 10-12 kilos en l'espace d'un été. Et toi, tu te disais quoi à ce moment-là? T'avais conscience des troubles alimentaires? J'avais parfaitement conscience de ce que je faisais et j'étais partie avec mes cousines en vacances à l'étranger. Je reviens, ma mère me voit à la descente de l'avion, elle fait mais c'est quoi ce bordel? Mes cousines me rejoignent à Paris, on fait les 400 coups, bref, je mène ma vie d'ado normale. Et on part ensuite au chalet familial tous ensemble. Et là, ma mère, elle me prend, après 24 heures sur place, elle m'assied, elle fait « Je t'observais en rentrant, quand t'es descendu de l'avion, je t'observe. Ça s'appelle t'es en train de faire une crise d'anorexie.
C'est-à-dire, généralement, le diagnostic prend vachement de temps. Ma mère, littéralement, en même pas un mois, même pas, enfin, entre le moment où je suis rentrée de l'avion et le moment où on a eu cette discussion, il s'est écoulé 2 semaines, hein. Je veux dire, c'était pile. Et, voilà, elle m'a fait, je sais que c'est multifactoriel et je sais aussi que c'est souvent dû à des relations complexes avec la famille et notamment avec la mère. Je suis sans doute une mère extrêmement imparfaite. J'ai sans doute fait des choses maltraitante malgré moi. J'ai essayé d'apprendre, j'ai essayé de faire au mieux. Je me suis vautrée comme n'importe quel parent et aussi fou que ça puisse être, j'ai toujours pensé le faire, voilà, pour le meilleur. Et t'en as sans doute gros sur la patate et on a eu sur famille assez complexe. Et ben c'est le moment, vite tout. En fait, c'est-à-dire c'est le moment où je ferai tout ce qu'il faut pour pas que ma fille survive. Je veux pas que tu plonges, je veux pas que tu sois anorexique, je veux que tu restes en vie. Cette nuit-là, ouais. Waouh. Ouais, cette nuit-là. Et on a parlé jusqu'à 5h du mat. Ouais. Waouh. Et je nous revois dans le chalet avec le jour qui commençait à pointer. Et je me suis dit, en me couchant quelques heures, c'est bon, c'est derrière moi. Je me lève au petit-déj et rien, ça passe pas, c'était fini. En fait, une fois que le mécanisme de contrôle et vraiment de surcontrôle est lancé, c'est compliqué à arrêter une crise de c'est une maladie mentale, c'est énormément de mécanismes. Et là, je ne savais pas à ce moment-là, j'en suis sortie 18 mois plus tard. Et si tu veux, pendant ces 18 mois, il s'est passé plein de choses. D'abord, mes formes ont fondu. Mes formes ont fondu. Et ma mère m'a dit, alors voici ce qui va t'arriver. Aménorrhée, perte de cheveux, le corps qui a du mal à maintenir sa température, déshydratation. En fait, ma mère, bon, elle est médecin, hein. Enfin, mes parents sont médecins, et je veux dire, il y a quelque chose de complètement dingo, en fait, dans ce genre de discussion, en fait. C'est la conscience absolue de ce qui se passe. On pose un diagnostic en réel, et en même temps, on sait que c'est comme t'essaies d'arrêter un Concorde lancé sur une piste de truc, et tu vois la personne qui dit arrêter, je sais que tu veux m'arrêter, mais là, il faut que je décolle, en fait. Et là, le mec, c'est en route, quoi. C'est tristoun, en fait, mais... Ouais, du coup, t'as eu ça, aménorrhée, perte de cheveux. Alors, j'ai eu des règles, mon dernier cycle, cet été, en août 97. C'était mon dernier cycle avant 18 mois. Ouais. Donc moi, en parlant des règles, donc c'était, là, j'ai vécu l'aménorrhée. Et c'était associé à quelque chose de positif. C'était la question que j'allais te demander. Je me souviens, le premier été, l'année d'avant, avec mes cousines, la piscine et tout. Moi, j'avais mes règles depuis un mois, ça puait, on voulait aller à la piscine, il faisait chaud, surchaud. Et j'étais là, comment on fait? Et alors, on avait pris une boîte de tampons qu'on avait vidée avec, sans applicateur. Elle me dit, bah là, avec le verre d'eau, voilà, faut le mettre large. Toutes mes cousines étaient en train de m'encourager. On essayait de faire des simulations avec un simili-vagin pour que j'arrive à le faire correctement. Écoute, on était laissés entre nous et en même temps, et à la fois, je trouvais ça chouette parce que ça crée une forme de complicité, de connivence qui n'était qu'à nous. Et dont on se souvient encore, tu vois, 25 ans plus tard. Et en même temps, qu'est-ce que c'était chiant. Qu'est-ce que c'était chiant. On est là à galérer à mettre un tampon entre les nanas. Et voilà. Et puis le fait d'être extrêmement sexualisé, en particulier par les hommes. Alors qu'à cette époque-là, moi, j'étais essentiellement, je sortais avec des meufs, tu vois. Genre, j'étais en mode, non, tu vas pas me sexualiser. Non, d'ailleurs, et là, quand j'ai vu mes nanas qui t'intéressaient. 12 ans, entre 12 et, honnêtement, entre 12 et 19, j'étais plutôt, intéressée par les meufs, clairement. Ouais, donc avant tes règles, tu commences à rentrer, dans la puberté avec cette attirance-là, et c'est plutôt, du coup, des mecs qui te sexualisent. Les filles, je le vis super bien parce que j'ai l'impression, et en même temps quand même un petit décalage de pourquoi c'est si dur pour moi d'incarner ce corps là, pourquoi je me reconnais pas. Le regard des autres ça m'aide pas, c'est sûr, mais au-delà de ça, moi-même en fait, de toi à toi, je me reconnais pas. J'ai toujours été une espèce de machin hyper sécos, hyper fit. Et là, tout d'un coup, toutes ces formes, ces machins, ces menstrues qui font mal, etc. En fait, et l'aménorrhée et l'anorexie et l'amaigrissement
avec la disparition de ma poitrine, la disparition de mes fesses, la disparition de mes règles, je le vis comme un immense soulagement. Je vais aller jusqu'au bout. J'ai commencé à perdre mes cheveux. Donc évidemment, je me suis coupé les cheveux comme beaucoup d'anorexiques parce que ça évite de perdre des poignets. Moi, il y en a moins, donc j'avais les cheveux extrêmement courts, pas rasés, mais vraiment très en brosse, quoi. Et là, on me genre au masculin. Et je vis encore un immense soulagement. Et là, je me dis, ok, j'accueille. Voilà, j'ai pas envie de mettre de mots, en fait, sur ce que j'ai vécu, si ce n'est que c'était une période où j'étais très bien d'être genrée, parfois au féminin, parfois au masculin. Et j'avais cette sensation de maîtrise. C'est moi qui maîtrisais, c'était moi qui décidais. Et pas, pas mon corps. C'est terrible, hein, mais c'est quand même une espèce de prise de contrôle sur le cœur du réacteur qui est ton propre corps, en fait. Et j'étais en mode, non, mon corps, enfin, on dit le corps ne ment pas. Et en même temps, à ce moment-là, je me disais, franchement, là, je suis quand même pas d'accord avec ce qui se passe. Et écoute, la sortie de l'anorexie, je l'appréhendais pour 1000 raisons. Évidemment, t'as peur de devenir énorme, t'as peur de la perte de contrôle, t'as peur de ceci, cela. Et pour finir, ça a été pas simple. Donc, à 16 ans, je sors de l'anorexie. Et rapidement, je vais voir une endocrino qui me donne... Alors, du coup, ma puberté reprend. Je rebouffe, donc tout revient, l'acné, Et ça, c'est ça, elle me donne 2-3 trucs pour lancer mon cycle. Il revient, bam, acné, pilule directe, 16 ans, du coup direct. Donc là, à 16 ans, et donc, à partir de 16 ans, j'ai ces fameuses règles artificielles de pilules, comme tu le sais. Ça, donc du coup, vraiment une pilule pas à visée contraceptive, une pilule à la base, traitement acnéique. Voilà, et du coup, j'ai vécu avec ces choses-là pendant longtemps, avec des règles artificielles, jusqu'à décider avec mon mari d'avoir des enfants. À 27 ans, j'ai passé 11 ans sous pilule avec des règles artificielles. Voilà, et je les ai arrêtées. J'ai arrêté la pilule pour le désir de grossesse. Ouais, un désir de grossesse. Et c'était comment la pilule pour toi? C'était genre, ok, cool, je prends la pilule, j'ai des cycles réguliers, les règles sont pas douloureuses, c'était un peu une routine, enfin, c'était quoi? Enfin, je sais pas si tu te souviens ce rapport que t'avais à cette prise de pilule. Aussi, je me souviens aussi j'ai beaucoup fait, après je me suis vachement barrée, c'est-à-dire j'ai eu un très grave accident quand j'avais 20 ans. Je suis en train de me dire est-ce qu'on n'a pas arrêté ma pilule parce qu'il y avait des cris, comme j'étais en fauteuil roulant pendant très longtemps, il y avait des risques de coagulation, etc. Je suis en train de me dire, je pense qu'on a dû arrêter un moment ma pilule. Et voilà, et après, quand je me suis remise à marcher, je suis partie vivre à San Francisco à 21 ans, je suis revenue brièvement en Europe, et puis je suis partie en Asie, je suis allée vivre à Pékin, je suis revenue pour finir mes études à Berlin. Enfin, autant dire que j'ai été par Mons et par Vaux. J'avais et là je pense comme pas mal de personnes qui ont frôlé la mort, j'avais une envie de vivre dévorante, c'est-à-dire je mordais la vie par tous les bouts parce que demain peut-être que je serai plus là. Donc en fait voilà, tout ce qui me venait, toutes mes envies, c'était un peu genre le yes man, tu vois, et moi je me disais oui à tout. Et j'ai aussi le souvenir, du coup, j'ai énormément fait la fête, énormément potentiellement pris de risques, etc. Et je me souviens quand même des moments un peu chiants quand tu prends la pilule et que entre les gueules de bois, les cuites où tu dégueules, les chiasses pas possibles, les voyages du bout du monde où effectivement en Asie le nombre de fois où tu te vis littéralement, tu vis quasi avec la tourista pendant des mois tellement la... Bon, bref, et puis parfois je relationnais avec des femmes, des hommes, des personnes non binaires, mais enfin il y avait quand même des personnes avec qui il y avait potentiellement un risque de grossesse. Et tu vois, je me souviens avoir quand même vécu aussi des espèces d'angoisse, de soulagement absolu. Quand les règles arrivaient ou même anticiper avec des tests quand il y avait un peu de retard, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant toute cette période-là parce que finalement, tu vois, tout à l'heure tu parlais la puberté, les poils, les règles, les formes, et puis quand tu rentres dans une sexualité avec des personnes où tout à coup tu dis ok, là il y a un risque de grossesse, c'est ça aussi finalement
les règles, le cycle, c'est aussi la possibilité d'une grossesse non désirée. C'est ça, ouais. Et ouais, j'avais dit en fait, je suis pas revenue dessus, mais quand même, les règles et depuis mon anorexie, alors je sais quand bien même elles sont provoquées, elles sont artificielles, etc. Mais parfois elles ne l'étaient pas. Effectivement, il y a des moments où il y a quelque chose en moi et qui reste encore jusqu'à aujourd'hui. On va en parler aujourd'hui de ma contraception et de mes règles aujourd'hui. Pour moi, c'est un indicateur énorme de mon corps me dit si je suis en bonne santé ou pas en bonne santé. Oui. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans la mesure du possible, je préfère avoir des règles non artificielles parce que j'ai envie d'écouter mon corps et j'ai envie que tu me dises et là je vais comment. Un peu, c'est pas miroir mon beau miroir, c'est vraiment utérus mon utérus. Est-ce que tu peux me dire si aujourd'hui mon corps et enfin tout, est-ce que je suis suffisamment healthy, en bonne santé, pour pouvoir potentiellement accueillir, tu vois, une grossesse, j'en ai absolument pas du tout envie, mais c'est un tel baromètre de santé pour moi. C'est-à-dire, l'aménorrhée anorexique, elle vient te pointer du doigt un truc fondamental. Le corps ne ment pas. Vraiment, le corps, là, alors il mentait un tout petit peu. Franchement, les formes, t'aurais pu éviter. La génétique à parler, c'est chiant. Mais par contre, t'es pas suffisamment, t'as pas de réserve, t'es pas suffisamment apte à accueillir une vie. Et voilà, là, ça y est, t'es suffisamment, et ça vient à la fois noter une forme d'équilibre mental, voilà, et en même temps des réserves de graisse suffisantes. Et pour moi, je garde aujourd'hui, et du coup, je pense que, alors, je fais un saut à aujourd'hui. Vas-y. J'ai un Mirena. Ouais. Donc c'est un DU hormonal. Ouais, c'est un DU hormonal, c'est un stérile hormonal qu'on a placé après la naissance de mon dernier enfant, qui a 8 ans. Donc, comme tu sais, il faut le changer au bout de 5 ans, donc je suis à mon deuxième. Je suis amoureuse de mon Mirena. Mirena qui, alors pour la petite histoire, donc pour les gens qui ne connaissent pas, délivre à un niveau local des oestrogènes. De la progestérone, pardon. De la progestérone et qui, en gros, une des contraceptions avec un taux de Pearl les plus élevés. Oui, tout à fait. On est sur le top 2 après un plan. Après, la différence n'est pas très significative, mais on est au max. Enfin, ouais. Donc concrètement, c'est pour les personnes qui sont plutôt fertiles comme moi, parce que du coup, j'ai découvert que ça marchait plutôt bien. Ouais, en fait. Mais tu vois, bon, bref. Moi, j'avais très peur. Puis je vérifie toujours. Non, de temps en temps, je vérifie ça fait toujours. Ma mère, bon, voilà, ensuite, elle est médecin et je pense que c'était la peur qui parlait pour sa fille, elle m'a dit, et puis, t'es en train de tout détruire. En gros, je t'ai fabriqué, t'étais parfaite. Et là, et en fait, t'es en train de tout détruire, ta fertilité. Pendant l'anorexie, elle disait ça. Elle était très dure avec moi, ma mère. Elle m'a pas fait de cadeau. Mais peut-être que tu vois, j'en sais rien parce que moi, j'ai trouvé ça ultra long, 18 mois d'anorexie, avec une vraie plongée, etc. En fait, quand je me suis sortie de là et que derrière on a commencé c'est un énorme tabou, l'anorexie mentale. Avoir une anorexie dans sa famille à cette époque-là, on était il y a 25 ans, la santé mentale, c'est un impensé, un tabou. En fait, on m'a fait intervenir auprès de nombreux cercles de paroles d'anorexiques. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que 18 mois en termes de TCA, all included, c'est relativement peu en fait. Et que c'est extraordinaire d'avoir passé que 18 mois en fait dans cet enfer sans hospitalisation. C'est malgré tout. Mais ensuite ça a été l'horreur vraiment. Enfin moi je souhaite à personne. Enfin c'est 18 mois j'ai commencé à en sortir. La sortie de l'anorexie ça m'a pris 6 mois. Bref on va dire 2 ans complets on va dire. Mais tac. Et du coup, j'avais très peur le jour où je suis en essai grossesse, de payer le prix en fait, d'avoir tout bousillé. Et du coup, je n'ai jamais repris de contraception entre mes enfants. Résultat, dès que j'arrêtais un allaitement, le cycle suivant, j'étais enceinte. Et donc, ça a très bien fonctionné. Donc, si ça peut rassurer les personnes, vous inquiétez pas en fait. Enfin. Vraiment. Quand ça revient. Quand la machine marche, ça marche. Faites confiance à votre corps. Vraiment. Et du coup, là, quand vous dites, OK, voilà, nous, le couple que nous formons, nous décidons d'avoir des enfants. T'arrêtes ta contraception. Et là, toi, à ce moment-là, t'es en mode, super flippé de ma race. Super. Je sais pas si ça va fonctionner.
À ce moment-là, je me suis dit, là, j'ai cette espèce de petite voix de merde de toute manière. Non. Et à cette époque-là, alors juste, enfin, on va pas donner plus d'informations, mais je travaille, j'ai un métier, je travaille pour une boîte privée, voilà, une grande boîte du CAC 40. Je suis en Allemagne pour une mission pendant 3 mois, où on bosse nuit et jour. Je suis à Francfort et on travaille nuit et jour. L'horreur. Il y a eu plusieurs burn-out dans ma mission. Il y a une fille qui s'est fait interner en psychiatrie à la fin de la mission, tellement le chef était atroce. Ouais, enfin, j'ai vécu des choses professionnellement pas glop. Et moi, en fait, le contexte, j'ai perdu mon papa. 9 mois après, je perds ma mamie d'amour, avec qui j'avais une relation exceptionnelle. Et en fait, de voir des personnes aussi proches de moi mourir l'une après l'autre, brutalement. Mon père a été emporté par un cancer en quelques semaines. Ma grand-mère, elle est morte quasiment dans mes bras, alors que la veille, on faisait de la Via Ferrata ensemble. Donc, autant te dire que là, à un moment, t'allais en mode, putain, il y a la faux qui est en train de faire ça autour de moi, tu vois. Et genre, je sais pas le niveau de détresse dans lequel j'étais, mais enfin, voilà, c'était très dur. Et là, à ce moment-là, j'ai même pas réfléchi. D'ailleurs, c'était un projet, moyen terme, on va dire. J'ai dit, Alex, en fait, il faut que je remette de la vie, parce que là, en fait, la mort est trop proche. Et la seule manière de contrer la mort, c'est la vie. Et j'ai arrêté du jour au lendemain ma pilule. Donc là, on est en septembre 2009. 2009. T'as quel âge? Et là, j'ai 26 ans. Je pars en Allemagne en mission. L'horreur. Et là, je suis en aménorrhée. Enfin, je suis en aménorrhée, j'attends. Ça fait depuis à peu près mes 16 ans que ça faisait, tu vois, ça faisait plus de 10 ans de pilule. Et là, tu t'es dit, punaise, si ma pilule a caché que derrière. Et là, je suis en mode, pilule, je sais pas, anorexie, je sais pas, j'attends mon cycle. Et authentique, je reviens en France, détruite. C'est-à-dire, je vais voir mes parents, donc ma mère et mon père adoptifs, et je leur explique que ma collègue s'est fait interner en psychiatrie. Et qu'en fait, il faut que j'aille me faire interner en psychiatrie parce qu'on avait un chef tellement atroce. On a été tellement dévalorisé, insulté chaque jour pendant 3 mois, nuit, jour, week-end, semaine, tout, que on a été détruite en fait. Et que il faut que je me fasse interner en psychiatrie parce que là, il a détruit quelque chose, il a détruit mon estime de moi. Et là, mes parents, ils sont tous les 2 médecins, ils sont là en mode... Et là, ils font, écoute, malheureusement, dans une carrière pro, dans le privé, tout se sait. Et c'est terrible, vraiment, les espèces de trucs sur la santé mentale à cette époque-là, faut quand même revenir, on est presque, il y a 13 ans, le stigma était tel, ils m'ont dit que tout se saura. Et effectivement, ma collègue, par exemple, ça s'est su et elle a été exfiltrée. C'est atroce. Et point de non-retour, quoi. Et ils m'ont dit, on va mettre en place un cadre thérapeutique qu'il faut. On va t'accueillir, toi et donc celui qui est devenu, enfin on n'était pas que à cette époque-là, mon mari. On va vous accueillir à la maison. On va vous créer un petit cocon d'amour. On va t'emmener tous les jours au boulot et on sera là pour te rechercher. On va t'entourer d'une bulle d'amour, etc. Et tu resteras là et on va t'entourer jusqu'à ce que tu remontes la pente. Ensuite, on avait perdu ma grand-mère juste avant. Il y avait aussi ça. Et c'est vrai que cette période-là, c'est très émouvant, mais moi, je me suis dit, bon, ça va le faire. Et littéralement, dans les quelques semaines qui ont suivi, j'ai eu mon cycle de retour. Premier cycle naturel après des années et des années de pilule. Et donc ça c'était, il est arrivé en décembre, du coup, tu vois. Fin novembre, début décembre. Le suivant arrive, du coup, 1 mois plus tard en janvier, tu vois, je m'en souviendrai quasiment toujours, ça devait être, le premier a dû arriver genre début décembre, deuxième, fin janvier, 21 janvier, et puis, et il est arrivé, et en même temps qu'il est arrivé, j'ai eu une rupture de kyste ovarien monstre. Et donc là, on était dans le métro, pompiers, machin, etc. C'était mon 2e cycle, d'accord. Et là, je prends rendez-vous avec ma gynéco. Et je lui dis, je suis très stressée parce que le premier, je l'ai attendu 3 mois. J'ai arrêté ma pilule en septembre, il est arrivé qu'en décembre.
Ensuite, il arrivait, mais c'était pas 5 semaines, c'était pas 4 semaines, c'était 6 semaines, et puis rupture de kiss et tout. Elle me fait une écho, elle me dit ça va, franchement, ça va aller. Et je lui dis je suis très stressée parce qu'anorexie, parce que pilule. Et puis à ce moment-là, on commence à entendre de la pilule. Et elle me fait, je te suis depuis que j'ai 16 ans, c'était elle qui m'avait redéclenché mes règles quand j'avais 16 ans, tu vois. Et elle me fait, et elle me prend dans les bras, elle me dit je peux te faire un câlin? Je fais ouais, ça va bien se passer. Tu vas voir, ça va venir très vite. Apaise-toi. Ok, tu t'apaises. Et je dis, j'ai peur, mon cycle est clairement pas régulier, c'est nawak, je sais pas quand est-ce que. Elle me dit, elle me dit tout va bien se passer. J'ai dit, ok, dans ma tête, je suis ok. Je suis revenue, j'ai dit, Alex, écoute. Je m'en souviendrai toujours. Je lui dis, est-ce que tu serais consentant à ce que on fasse des câlins, plus ou moins, des câlins reproductifs en l'occurrence, plus ou moins tous les jours, parce qu'en fait, moi, je suis stressée. Ouais. Voilà, j'ai une vraie angoisse. Voilà. Mon cycle, il est irrégulier, il est nouveau, voilà, back in the game. Je sais pas quand est-ce que je vais ovuler, et voilà. Et il m'a fait, tu me demandes. Oui! Faisons ça. Et voilà, et en fait, on baisait juste tous les jours, en fait. Et quelque part, c'est devenu une espèce de routine, de réveil, de trucs, et puis voilà, enfin, pas forcément. Et c'était aussi une phase où on avait besoin de se retrouver, etc. C'était ma première mission en France depuis de nombreuses années. Et mes règles sont jamais revenues, j'étais enceinte. Et puis après j'arrêtais un allaitement, bim, grossesse. Arrête un allaitement, bim, pendant grossesse. La durée de tes allaitements, t'étais en aménorrhée? Quasi, ouais. Et c'était des allaitements qui duraient combien de temps? 8 mois pour la première, et je suis tombée enceinte quand elle en avait 9. Ok. 12 mois pour la deuxième, je suis tombée enceinte quand elle avait 13 mois. Ok. Donc tu vois, pour dire aux personnes qui sont très angoissées, et quand je l'ai dit à ma gynéco, elle était très heureuse, elle dit je peux tirer dans les bras pour une autre raison. Je fais oui. Elle me serre dans les bras. Ensuite voilà, ça fait 10 ans de suivi, tu vois, c'est vraiment une vraie relation. Elle fait, tu sais, j'ai eu très peur pour toi, chouchou. Je sais. Elle dit parce que t'as un tel niveau de volonté de contrôle, d'anxiété, que généralement ça c'est mental, et voilà, ça n'aide pas, c'est-à-dire, et en l'occurrence, je veux dire, c'est chimique, hein, je veux dire, anxiété, cortisol, ça détruit les oestrogènes, c'est pas très bon. Donc vraiment, oui, je comprends. Enfin, chimiquement, effectivement, l'anxiété n'est pas l'amie de la fertilité, mais en l'occurrence, on a quadrillé avec Alex, et écoute, voilà, et ça a donné des très beaux bébés. Voilà, et écoute, voilà, donc mon troisième enfant arrive, j'allaite 1 an. Et là, j'ai pas attendu la fin de mon allaitement, j'ai tout de suite eu confiance en sortant cet enfant de moi, c'était fini. J'ai arrêté là. Je me suis fait poser mon Mirena dans, Mirena 1. Dans les 2 mois. Et ma mère, alors tu vois, c'est en fait, je sais que Mirena est très controversée parce que effet secondaire, machin. En fait, knowledge is power, c'est-à-dire ma mère, elle m'avait dit, alors, du coup, on a eu cette discussion ouverte sur, aujourd'hui, tu veux quoi? J'ai dit, je veux plus de pilule, c'est clair. Ouais. Bon, on a un peu brossé, et elle m'a dit, honnêtement, Mirena, sois stérilée au cuivre, mais tu vas avoir des règles, et elle me dit, est un rapport complexe à tes menstruations. Et je fais absolument. C'est-à-dire l'idée d'avoir des règles abondantes, et comme avant, je ne le supportais pas, effectivement. Et du coup, j'ai opté pour Mirena, avec des micro-règles pour à peu près 30% des personnes. Si mes souvenirs sont bons. Et c'était mon cas. Et c'était mon cas, et j'étais ravie à la fois d'avoir une espèce de truc qui est, mon corps me dit que ça va bien. C'est timé, ça revient régulièrement. C'est timé, ça veut dire, mon corps me dit, meuf, ça y est, voyant vert, bonne santé. Vous pouvez circuler. En même temps, comme je crois que j'ai plutôt une bonne fertilité, que je suis une angoissée de ça, ça me rassurait d'avoir un taux de Pearl vraiment d'efficacité théorique et pratique énorme. Et écoute, et donc j'avais mes petites règles qui sont globalement des micro-saignements qui durent 1 à 3 jours. Parfait. Ça m'allait très bien jusqu'au moment où j'ai créé le compte. Et ça, c'est très intéressant à savoir. Et là, je vais arriver sur un truc très récent. Et à partir du moment où j'ai créé le compte et j'ai commencé à travailler au-delà du raisonnable,
mes règles se sont arrêtées. Je sais très bien. Ça, c'était en 2019. Et donc, depuis 2019, quasiment, je fais partie, du coup, des 70% de personnes qui n'ont pas leurs règles sous Mirena. Et la première fois où j'ai fait un vrai break et j'ai complètement joué le jeu de connecter, c'était cet été. Et devine quoi? T'as eu des règles? Ouais, j'ai eu mes règles. C'est fou. En fait, et c'est pour ça que j'ai quand même, il y a quelque chose de magique que j'adore dans les règles. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est en mode, mon corps me dit que bravo, t'as bien bossé, t'as bien déconnecté. Et voilà. Et pour moi, là, je les ai revus 28 jours après avec un SPM carabiné. Ça, j'avais oublié, mais purée, le SPM carabiné, je m'en serais bien passée. Ah, on l'oublie vite, t'es pourtant. Ouais. Ça veut dire ça veut dire concrètement mes ovulations reprises. Et avec le SPM. J'avais oublié, j'ai plongé, j'étais déprimée, c'était l'enfer, j'étais la personne la plus nulle du monde, machin. Et en même temps, c'est quand même revenu alors que j'avais repris mon compte. Et là, je me dis, ok, vraiment mon objectif. Et là, j'aimerais bien, ça serait un bon truc pour le futur. Et je pense que c'est une bonne manière de clore l'épisode. J'espère garder mes règles, mes espèces de micro-règles de Mirena. Et pour moi, ça serait le symbole, le signe que malgré ce projet ultra puissant que j'adore et dans lequel je me donne au-delà de tout, et ben j'arrive à trouver enfin un équilibre. Ah, j'adore. Mais écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Je vous pose une dernière question parce que je te connais et je sais que c'est intéressant ce que tu as partagé sur le sujet. Je vais revenir sur les règles, le cycle, etc. Tu disais que les saignements, c'était une boussole. Il me semble aussi que tu as un rapport... À mon vagin. Ouais, à ton vagin, à tes pertes et tout. Est-ce que tu peux nous partager ça? Mais pour moi, c'est un tout. C'est-à-dire vraiment... je suis connectée à mes tripes, et pour moi mes tripes en l'occurrence, mais en fait quand je me suis intéressée au tantra, et on t'explique que c'est le premier chakra, que c'est vraiment le sacrum, etc. Sacrum, sacré, il y a quelque chose de très puissant en fait là-dedans. C'est fou à quel point une grande partie de ma santé, en fait je suis très à l'écoute de mes intuitions, de mon corps, et cette zone pelvienne, je l'adore. Périnéale, je l'adore, en fait. Comment je sais que je vais bien? Parce que mon caca du matin est parfait. Je suis désolée, ça commence là. Comment je sais... Ne sois pas désolée. Ah, sorry, not sorry. Okay. Mon caca du matin, c'est ma tradition. S'il est pas là, y a un problème. Deuxièmement, mes pertes. J'ai un rapport à mes pertes. Je goûte parfois mes pertes pour ça me donne une bonne indication de où j'en suis à peu près dans mon cycle. Quand je suis très stressée, je sais très bien que les oestrogènes sont pas présentes et ça équilibre mal le pH vaginal et du coup ça se dégrade et je goûte et en fonction du goût, je lance ou pas une cure de probiotiques. Quand j'ai des vaginoses, je sais très bien que là, mon corps est en train de me dire attention, burn-out, moins 3 semaines, moins 2 semaines, moins 1 semaine. En fait, mon corps, et je suis très, très à l'écoute de cette zone-là, c'est effectivement un vrai baromètre. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal. Charline, on a abordé plein de trucs super intéressants. Est-ce que... Pourquoi tu te tiens l'image? Je sais pas, je suis presque désolée parce que c'était complètement... Mais non. Alors, j'ai pas trouvé du tout. C'est vrai. Okay. Et si jamais certaines personnes le trouvent, c'est le propre d'une discussion. Franchement, vu comment nos conversations peuvent partir dans tous les sens habituellement, l'un dans l'autre, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Vraiment. Non, est-ce que y a un truc qu'on n'a pas abordé que t'as trop envie de partager pour terminer? Ou là, ça te semble... Non, ça me semble bien. Déjà, on reviendra. Avec grand plaisir. Moi, j'aurais pu encore te poser plein de questions, mais bon, je pense qu'on a ce qu'il faut. Merci beaucoup, Charline. Merci à tout le monde pour votre écoute. Regardez cette vidéo si vous l'avez regardée. Elle est dispo et sur YouTube et sur les plateformes d'écoute, normalement des podcasts, si j'ai réussi à le mettre en podcast. Bien évidemment, si vous ne la connaissez pas encore, vous pouvez suivre Charline sur son compte Orgasme et moi. Et je sais pas tout à fait quand cet épisode va sortir, mais sinon, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Teva, sur l'émission Orgasmique, parce qu'on est collègues chroniqueuses. Voilà, merci Charline, merci beaucoup pour ta confiance et à bientôt. Merci.